Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Vendée Globe, pour faire le débrief de cette 59e journée de compétition. Avec des concurrents de tête qui se rapprochent de plus en plus de l'arrivée. Encore une fois, ça devrait être entre le 14 et le 15. On se rapproche quand même de plus en plus d'une arrivée vers le 14, mais ça demande quand même encore confirmation de ce côté-là. Et puis avec une grosse bagarre dans le groupe de poursuivants, avec un Thomas Ruyant qui souffre de plus en plus. Et puis des Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer, qui n'ont pas non plus abdiqué. Et puis le groupe des bateaux à dérive, qui lui passe le Cap Horn. Et c'est pas facile pour tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans ces dernières 24 heures. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Encore mieux quand vous mettez toutes les notifications, mais même quand vous mettez toutes les notifications, bien des fois il y a des notifications qui n'arrivent pas parce que YouTube n'aime pas quand on fait plusieurs vidéos par jour. Voilà, et c'est mon problème. Et c'est pour ça que des fois vous n'avez pas certaines notifications. Deuxième moyen de me soutenir également, c'est de faire un super thanks, mais ça c'est seulement si vous avez les moyens. Puis troisième moyen de me soutenir, si vous pensez que vous avez raté une vidéo, que vous avez raté quelque chose, n'hésitez pas à faire également un petit tour sur la page de la chaîne YouTube, comme ça voilà, vous êtes au courant de tout ce qui est sorti. N'hésitez pas à voir les playlists aussi. Il y a une playlist Vendée Globe, il y a une playlist sur les présentations cyclisme, il y a une playlist également Dakar. Voilà, si vous pensez que vous avez raté quelque chose. On commence tout de suite avec la météo. Toujours les alizés d'Atlantique Nord pour les concurrents de tête, mais vous voyez qu'il va falloir gérer désormais une dorsale. Là, on a passé le Cap Vert, on remonte, vous avez, hop là, les Canaries qui sont ici, et au niveau des Canaries, on l'a vu à l'aller, il y a souvent une zone comme ça devant, plus faible, presque de transition entre les alizés et les fronts qu'on a, nous, dans notre habitude avec les fronts, les tempêtes en fait de l'Atlantique Nord. Donc là, c'est là il va falloir gérer cette transition dans les heures à venir pour Charlie Dalin. L'avantage, comme vous voyez, c'est qu'elle devrait être plus courte, cette transition, pour Richaume que pour Dalin, je pense. Donc ça peut être un petit avantage dans les heures à venir pour Johan Richaume, pour tenter, je dis bien tenter, d'un peu réduire son retard, parce que ça commence à être pas mal, là, désormais, pour Charlie Dalin. Parce que s'il y a 200 000 au moment de Madère, je vois difficilement comment il pourrait les rattraper. Voilà, ça commencera à être un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que là, ça serait bien de réaccélérer. Il a dit qu'il s'est reposé, donc on verra si c'est le cas. Mais voilà, vous voyez. Puis ensuite, le vent, il y a cette zone de transition à gérer, donc ici. Et ensuite, vous êtes catapulté quasiment jusqu'au golfe de Gascogne, ici. Et après, c'est là où ça se complique, parce que là, pour le moment, si on garde 4 jours, un peu plus, vous voyez que le vent est pas très important déjà, et surtout il est plutôt du vent de la navigation au près, donc ça tape un peu plus, ça veut dire qu'on peut peut-être un peu plus jouer, donc ça sera l'objectif ici. Vous voyez, avec cette porte qu'il va falloir viser, là ça va être compliqué dans les dernières heures, parce qu'il faudra viser précisément cette porte qui n'est pas très large. Elle doit faire, voilà, elle fait 7000 de large. Donc vous voyez, c'est assez étroit quand même. Donc il va falloir viser cette zone-là. Vous voyez, donc le travail ne sera pas si évident que ça, parce que je pense qu'ils ne pourront pas passer à l'intérieur, comme à l'aller où ils étaient tous passés à l'intérieur là, au niveau du Cap Finistère. Donc il faudra faire différemment. Voilà un petit peu la situation météo, mais qui va s'affiner dans les heures à venir sur l'approche des Sables d'Olonne. Là, on n'est pas encore totalement dans la configuration qu'on aura dans les Sables d'Olonne, puisque nous sommes le 8. Donc, c'est-à-dire que là, on n'est pas encore à 4 jours. Là, la météo que je vous ai donnée, c'est la météo à moins de 4 jours. Donc, autant vous dire qu'il va encore se passer un petit peu des choses d'ici les 4 prochains jours, parce que ça nous enverrait que le 12. On sait que ça va être vers le 14, normalement 14-15, l'arrivée de Charlie Dalin. Je ne sais pas si on fera une vidéo spéciale, même lors de leur arrivée. Pour l'instant, je ne sais pas.
Voilà, si je fais une vidéo juste après leur arrivée, ça dépendra en fait de l'heure. S'ils arrivent à 23h, non, je vais pas faire une vidéo à 23h, donc ça sera dans la vidéo du lendemain. Mais s'ils arrivent en après-midi ou vers 19h, peut-être que j'attendrai leur arrivée pour faire la vidéo de cette journée-là. Voilà, peut-être donc ça sera un peu décalé dans le temps. Ça m'arrangerait qu'ils arrivent vers 15h, mais voilà, on verra comment on fera dans ces journées-là. Troisième, Sébastien Simon. Passage de... Il est quand même impressionnant, Sébastien Simon. Il s'est bien débrouillé, alors déjà parce qu'il était plus à l'est. Donc avec potentiellement plus à l'ouest, pardon. Dans ce sens-là, c'est plus à l'ouest plutôt. Donc avec un poteau noir, donc un peu plus facile que ses petits camarades. Ça s'est très bien passé pour lui dans le poteau noir. Ce qui fait qu'il a, au final, par rapport à la situation quand on était ici, il a même repris un peu de temps parce qu'il est à 742 000. Donc il a bien stabilisé l'écart par rapport aux hommes de tête. Bon là maintenant, vous voyez que ça va quand même assez vite devant, donc ça va être compliqué de suivre le rythme. Mais belle course quand même de Sébastien Simon. Et là donc il est dans les fameux alizés, mais qui vont se renforcer pour lui par rapport à ce qu'a eu un petit peu Johan Reichaume. Donc ça c'est plutôt pas mal, il aura du vent assez dynamique, encore une fois avec une mer plate, donc ça va permettre d'aller vite dans cette situation-là. Derrière, c'est la guerre. Pour l'instant, le groupe à l'ouest, le groupe à l'est. Il semblerait que le groupe à l'ouest s'en sorte un petit peu mieux que le groupe à l'est, comme on peut le voir, parce que Paul Meillat et Nicolas Hunvel n'arrivent pas à revenir. Et que Justine Métro va peut-être même leur passer devant dans les heures à venir, hein, parce que vous voyez que l'écart est assez réduit. Et Thomas Ruyant continue de perdre du temps, et eux, dans les heures à venir, ça va être l'idée de choper ces fameux alizés de l'Atlantique Sud, mais qui sont pas exceptionnels pour le moment, ces alizés. Donc c'est dur, voilà, c'est dur, parce qu'ils sont assez instables, hein, comme vous pouvez le voir. Même au niveau des rafales, c'est pas foufou. Donc c'est très très instable. Et là, sur les 2 prochains jours, ça sera peut-être vraiment que sur la fin qu'ils auront des alizés de qualité qui leur permettront vraiment d'aller vers le poteau noir. Donc je dirais qu'en plus, Lunven et Paul Meillat, s'ils restent dans ce positionnement-là, ils risquent d'avoir un poteau noir plus compliqué que ceux qui sont à l'ouest. Donc vraiment, là, c'est pas l'idéal, mais toujours des conditions difficiles. On sent qu'il y a pas beaucoup de vent pour eux, et c'est vraiment une remontée de l'Atlantique Sud qui a été très compliquée, un peu comme ce qu'avait eu Armel Lecléache il y a 8 ans, hein, où il avait eu vraiment, ça avait été très compliqué dans ce passage-là, où ça avançait pas. Eux, ça a été un peu pareil, avec des alizés capricieuses. Voilà, et ce qui a permis au groupe Samantha Davis de revenir un peu, hein, parce que quand vous regardez, Clarisse Kremer, elle est à 2008. Ouais, elle est à moins de 500 000, hein, donc elle est toujours à un bon rythme. Derrière, ça avance plutôt pas trop mal, hein, pour Jean Le Cam, Athanasio. Alan Roura, je vous avais dit qu'elle allait revenir, il est revenu dans le match, donc voilà. Là, ils sont dans une zone de molle, hein, ce qui a été prévu. Il semblerait que Romain Athanasio s'en sorte peut-être une chouille mieux pour le moment, parce qu'il va peut-être retoucher le vent un petit peu avant les autres. Donc ça pourrait être l'idéal pour lui, pour tenter de se rééchapper. Ça, il faudra voir. Et Alan Roura qui est revenu dans cette bagarre pour le top 15. Donc c'est plutôt pas mal. Alan Roura, autant il a eu un début de course qui était compliqué, autant je trouve qu'il a fait quand même un bon Pacifique, malgré ses problèmes techniques. Et il a fait une bonne fin de Pacifique, passage de Cap Horn. Voilà, il a réussi à tout faire vraiment extrêmement bien. Bon, derrière, la tempête n'est pas encore là. Donc, je dirais que pour l'instant, ça passe. Pour les concurrents, pour Benjamin Ferré et autres, pour l'instant, la tempête, elle n'est pas encore trop là. Mais bon, demain, on sait que ça va se renforcer dans les prochaines heures. Voilà, et vous voyez que là, il n'y a pas d'échappatoire. Donc demain, ça risque d'être très violent pour eux. Et il va falloir donc s'accrocher pour les concurrents. Alors que derrière, ceux qui ont attendu, parfois à cause de problèmes techniques, Eric Bellion, Violette d'Orange et Arnaud Boissière, auront des conditions, eux, plus calmes pour passer le Cap Horn, parce qu'ils seront à l'arrière de ce front, et surtout dans cette remontée-là avec les îles Falkland, ça sera plus simple, parce que là, il n'y a vraiment pas d'échappatoire, c'est-à-dire vous ne pouvez pas éviter ce vent-là. Donc l'objectif pour P2T et Joschke, c'est de dégager le plus vite ici. Pareil pour Bestaven.
Par contre, un Benjamin Ferré et tout ce groupe-là, ils peuvent pas échapper à la tempête. Ils n'ont plus le temps d'échapper à la tempête. Donc ça risque d'être compliqué. Et ça risque quand même de durer une bonne quinzaine d'heures dans l'affaire. Donc avant que ce vent-là s'échappe et que les conditions de navigation deviennent beaucoup plus clémentes. Et puis derrière, normalement, ça devrait plutôt pas trop mal se passer hein, pour les trois qui ont ralenti. C'est-à-dire encore une fois Bélion d'Orange, Boissière. Derrière, on retrouve Antoine Cornic. Dans du vent... Voilà, c'est des conditions, je dirais, quand même costauds au niveau de la mer, parce que quand même 4 mètres de mer, donc on voit que Antoine Cornic, il a un peu calmé le jeu, hein, même il le disait, par rapport à son rythme. Oliver Air qui retrouve quand même pas mal de vitesse, et là maintenant, je pense que pour eux, il va y avoir ce front-là qui va encore leur passer dessus, qui va être assez costaud, je pense, demain. Là aussi. Et puis après, il y aura du vent, je pense, jusqu'au Cap Horn. Donc là, le Cap Horn, pour eux, dans 6 jours, on peut se dire le Cap Horn vers le 15, je pense. Ça peut être jouable. Voilà, 14-15. Quand les premiers seront devant, eux, ils passeront le Cap Horn. Je pense qu'on peut se dire vers cette date-là, peut-être, vu qu'ils sont au niveau du point Nemo. Et puis derrière, on a toujours les duettistes Cousin et Amedeo qui ont relancé plutôt bien la machine hein, par rapport à leurs conditions de vent. Et Denise Van Winberg qui est toujours à leur poursuite. Il y a 300 000, donc toujours à leur poursuite, il y a même moins de 300 000, plutôt 280, 270 000, donc toujours à leur poursuite Denise Van Winberg. Donc il y a une belle bagarre quand même aussi du côté de l'arrière de la course pour le moment, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de vent. Voilà, mais ça avance quand même pas mal voilà, du côté de ces concurrents-là. On regarde un petit peu les problèmes qu'ont eu certains concurrents. On commence avec Nicolas Lundven. Nicolas Lundven qui avait un problème de quille, le concurrent de Holcim PRB. Il en avait parlé, il avait un petit peu de fuite au niveau de son système hydraulique. C'était déjà on en avait parlé il y a au moins 5-6 jours hein, de ce problème-là du côté de Nicolas Lundven. En fait, il disait qu'il ne pouvait pas réparer jusqu'à maintenant Lundven parce qu'il faut mettre une clé dans un endroit très précis et dans un angle très précis. Vous savez que le problème de la mécanique, les 3/4 du temps, c'est que c'est souvent pas toujours très accessible, on va pas se mentir. Donc il faut réussir à soit se faire de la place, soit trouver comment se positionner pour avoir la place pour bouger sa clé. Et là, c'était le problème en fait de Nicolas Lundven, donc il fallait qu'il soit dans des conditions un petit peu plus calmes. Donc c'est ce qu'il a réussi à faire, et il a dit que ça doit plus fuir parce qu'il a plus sa quille qui pendouille. Donc grosso modo, ça doit refonctionner du côté de Nicolas Lundven. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle avec Holcim PRB. C'est comme une belle course hein, de Nicolas Lundven. C'est vrai qu'on n'en parle pas énormément. Alors on connaît Holcim, on connaît PRB, hein, ça c'est clair et net, ils sont dans la voile depuis des années et des années. Les 4 dernières années n'ont pas été calmes, avec notamment l'affaire Kevin Escoffier. Il a fallu changer de skipper, je dirais pas à la dernière minute, mais pas loin quand même. Ce qui fait qu'il avait quand même peu d'expérience sur ce bateau, Nicolas Lundven. Il n'avait pas fait 150 courses au final à bord de ce bateau, parce qu'il avait aussi remplacé... Quand Banque Populaire voulait encore un projet avec Clarisse Kremer, elle avait remplacé Clarisse Kremer. Ce qui fait qu'il avait pas mal de mille dans les pattes, mais encore une fois, sur ce bateau-là précisément, il n'en avait pas beaucoup. Et il a réussi quand même à faire une course très intéressante, Nicolas Lundven. Donc voilà, c'est... Pour les 4 prochaines années, on sait que son bateau a des qualités. Peut-être qu'il n'était pas encore totalement optimisé aussi, parce que pas beaucoup de navigation. Il était adapté à Kevin Escoffier et pas forcément à Nicolas Lundven aussi. Donc des fois, vous avez des petites différences dans votre approche de la navigation. Donc on verra ce que ça va donner désormais Lundven. Mais il n'a quand même pas été mauvais sur ce Vendée Globe. Même s'il disait que là, en ce moment, il commence à plus avoir beaucoup de poils sur la tête. Tellement il s'arrache un peu les cheveux là avec les conditions météorologiques de ce groupe-là, où ça a été extrêmement compliqué. En parlant de conditions météorologiques qui ont été compliquées,
Boris Herman, qui a certes dépassé Thomas Ruyant, mais Boris Herman qui a perdu des instruments de navigation. En fait, il y a eu des éclairs, il y a eu des gros orages, et le problème c'est que quand il y a des éclairs, la potentialité c'est que le pilote automatique se mette en rade, que vos équipements genre l'AIS, le système Oscar, les caméras se mettent en rade aussi à cause des champs électromagnétiques qui sont provoqués par les éclairs. Et du côté de Boris Herman, c'est ce qui s'est passé. En fait, l'éclair est tombé 2 fois sur son bateau, donc ça a mis en rade tout le système électronique. Alors, il a récupéré pas mal de choses, mais il y a certains instruments, il a récupéré notamment le système Oscar. J'ai cru comprendre, parce que comme c'est, nous on parle de système AIS, j'ai cru comprendre qu'il avait récupéré le système AIS. Encore une fois, avec mon anglais pas de grande qualité. Et donc, voilà, Boris Herman, forcément, ça lui a coûté du temps. Parce que ne pas avoir les outils de navigation, ça ne vous permet pas de naviguer correctement. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Mais vous voyez qu'il y a une belle bagarre désormais pour la 4e place entre Bayou, Gottscheid, Herman. Bon, Ruyant, ça va peut-être être compliqué. Lunven, Meillat qui sont partis de l'autre côté, même Justine Métro. On pourrait peut-être même rajouter un petit Benjamin Dutreux également qui est pas si loin que ça. Donc là, il y a une belle bagarre voilà, dans ce groupe-là. Parce que Dutreux, il a 2006 quand Métro est à 2003. Donc, ouais, il y a 200 000 d'écart. En gros, 300 000. Allez, donc Benjamin Dutreux, il a encore récupéré un petit peu quand même sur certains concurrents. Donc, va falloir s'en méfier voilà, dans les jours à venir parce que ça navigue vite. Puis il a fait quelques réparations à Benjamin Dutreux sur son bateau avec une petite limonade. Je pense qu'elle n'était pas très fraîche cette limonade, mais bon, le sucre des fois ça permet de se remettre d'aplomb après avoir passé un gros temps de réparation. Johan Richomme, lui, il a dit que là, il commençait à sentir la fatigue, quand même. En fait, c'est une fatigue un peu permanente désormais, c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire que tu sens que 2 semaines, 2 mois en mer, l'organisme le ressent. 2 mois à dormir entre 4 et 6 heures par nuit, l'organisme aussi commence à vraiment fatiguer. Note pour Gabriel Attal. Et voilà, dis donc, ça dénonce politique. Mais voilà, du côté de Johan Richomme, il comprend bien que là, c'est pas des conditions normales de vie, quoi, tout simplement, du côté de Johan Richomme. Et c'est vrai que 4 à 6 heures de nuit, c'est pas, en plus haché, c'est pas l'idéal. Je dis Gabriel Attal, parce que vous vous souvenez de cette phrase où il disait qu'il dormait 4 heures par nuit. Moi, j'aurais préféré qu'il en dorme 8, peut-être, pour balancer un peu moins de conneries. Mais voilà, du côté de Johan Richomme, donc c'est forcément un petit peu compliqué parce que voilà, il manque un peu de sommeil, il est dans la position du challenger, mais il voit quand même Charlie Dalin s'échapper parce qu'en plus c'est des conditions auxquelles le bâton de Charlie Dalin marche bien. Et il voudrait du vent un petit peu plus fort pour pouvoir jouer. Il voudrait avoir des conditions peut-être météo un petit peu plus difficiles aussi parce que là, grosso modo, tout le monde va dans le même sens et c'est pas extrêmement technique. Donc ouais, là c'est vrai que c'est pas évident pour lui, quoi. En plus, il doit comparer peut-être les vitesses quand même de Sébastien Simon qui sont assez dingues sur cette semaine et doit se dire ah ouais, j'arrive pas à matcher avec Charlie Dalin et ça m'énerve un petit peu. Donc ouais, du côté du Johan Richomme, il y a aussi la fatigue. Engendré peut-être par cette frustration. C'est vrai qu'on dit souvent, mais quand tu es devant en tête d'une course, il y a tout qui va quoi, au niveau du moral. Là, c'est vrai que quand tu es derrière et que tu vois que le mec de devant s'éloigne un petit peu et arrive à reprendre 100 000, peut-être des fois 50 000, 40 000 par jour, c'est vrai que ça fait un peu mal au moral. Et puis on passe aux concurrents qui ont eu des problèmes techniques. On commence avec Eric Bellion. Eric Bellion, en fait, il a ralenti avant l'entrée du Cap Horn. C'était pas totalement une envie de sa part, voilà, du côté d'Eric Bellion. Parce qu'en fait, il a dû réparer. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a une moyenne aussi faible, Eric Bellion, parce qu'il a dû réparer son étai de J2 qui était cassé. Alors c'était pas totalement l'étai de J2, c'était une pièce autour de l'étai de J2 qui a été cassée. Donc le J2, je rappelle, c'est la voile peut-être la plus importante d'un bateau. C'est une voile aussi qui permet de tenir le mât. C'est pour ça qu'elle est toujours ce qu'on appelle à poste, c'est-à-dire qu'elle est toujours dehors. C'est une voile qui n'est jamais rentrée à l'intérieur de la soute du bateau. Contrairement à la plupart des autres voiles qui
quand on ne s'en sert pas, quand on sait qu'on ne va pas s'en servir dans les 2 ou 3 prochains jours, on la rentre à l'intérieur, comme ça elle reste au sec, elle ne se détériore pas. Là, ce n'est pas le cas du J2. Et l'été de J2, en fait, c'est ce qui permet, grosso modo, de plaquer la voile sur le pont. Parce qu'en fait, une voile, naturellement, elle est tenue en l'air, mais elle n'est pas forcément tenue en bas. Donc en fait, c'est un système qui permet de plaquer la voile sur le pont. Et en fait, ça permet de maximiser l'aéro des bateaux, et ce qui permet à la voile de récupérer le maximum de vent, et ce qui permet aussi d'avoir une meilleure pénétration dans l'air pour le bateau. Ça a 2 aspects très importants, de pouvoir plaquer, ce qu'on appelle plaquer en fait la voile sur le pont. Le problème, c'est que quand tu appuies ton été de J2, ta voile elle est plus plaquée, donc ta voile elle fait ça. Elle se balade, elle brinque-balle, on va dire, comme j'aime bien utiliser ce mot. Et quand elle brinque-balle, le risque, c'est qu'elle se déchire. Et un J2 qui se déchire, bah, ça veut dire, ça peut avoir des conséquences très graves pour le mât. Donc il fallait réparer, sauf qu'il y avait 45 nœuds pour réparer du côté d'Eric Bellion. Donc ça a pris beaucoup de temps pour le concurrent de Stanaz One, Altavia. Et ça a été une grosse bagarre. Et ce qui fait qu'il a laissé partir ses petits camarades qui vont devoir se débrouiller quand même dans un front qui va être très compliqué. Et lui, il a décidé de ralentir. Donc hier, j'avais dit qu'il ralentissait pour pas prendre de risques. Non, c'était surtout parce qu'il avait un problème d'été de J2. Autre problème, c'est pour Violette d'Orange. Violette d'Orange, elle a un problème au niveau de son moteur. Le moteur, elle ne peut plus s'en servir. Voilà. Violette d'Orange, elle a un problème avec son moteur, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus charger avec son moteur. En fait, elle avait une petite fuite au niveau de son moteur, et elle a décidé de faire une charge pour voir ce qui se passait, pour voir si la fuite était importante ou voilà, s'il y avait un problème. Le problème, c'est qu'elle a fait autre chose en même temps et qu'elle a oublié qu'elle faisait tourner le moteur. Et quand elle est revenue, il y avait de l'huile partout, de l'huile qui s'était mélangée avec de l'eau de mer. Et en fait, elle s'est aperçue déjà qu'elle avait un gros problème au niveau de son moteur, le joint de culasse. Et que deuxièmement, comme l'huile s'est mélangée à l'eau, elle a perdu beaucoup d'huile dans l'affaire, ce qui fait que son moteur n'a quasiment plus d'huile. Donc en fait, grosso modo, ce qu'elle disait, c'est qu'à la prochaine charge, le moteur va rendre l'âme. Voilà. Ou caler. Il y a 2 solutions. La meilleure, c'est qu'il cale, parce que s'il rend l'arme, en plus en termes d'achat, ça va coûter très cher. Le joint de culasse, pour expliquer ce que c'est. Du côté du joint de culasse, en fait, le joint de culasse, c'est un joint qui est très important dans un moteur. C'est un joint qui permet, en fait, qui tient, déjà, c'est le joint qui est entre le haut moteur et ce qu'on va appeler plutôt le bas moteur. Donc, c'est ce qui permet de maintenir hermétique, on va dire, les 2 grosses parties de votre moteur. Vous avez le parti du haut, parti du bas. Il permet également de rendre certaines zones complètement hermétiques. Ça permet d'éviter qu'il y ait des choses qui se mélangent avec l'huile, notamment, ou avec l'essence, ou avec plein de paramètres. Quand vous cassez un joint de culasse sur une voiture ou sur une moto, le signe, normalement, qui vous permet de dire « j'ai cassé un joint de culasse », il y a 2 signes. Premier signe, fumée blanche. Quand vous avez une fumée blanche, comme si vous venez d'élire le pape, c'est que c'est pas normal. Donc voilà, vous avez cette fumée blanche. Et deuxièmement, vous avez normalement des bulles. Si vous ouvrez votre système de refroidissement, vous avez des bulles. Voilà, si vous ouvrez le bocal de liquide de refroidissement, vous allez voir des bulles remonter. Ça, c'est parce qu'il y a de l'air qui va passer. Et que le système n'est donc plus hermétique. Voilà, petit conseil mécanique du jour. Et donc forcément, ça veut dire que y a potentiellement de l'eau, du liquide qui est allé dans la chambre de combustion. Et ça, c'est pas l'idéal du tout pour un moteur. Donc, le moteur est endommagé si elle essaye de s'en servir. En plus, en ayant perdu de l'huile, c'est sûr que c'est pas l'idéal du tout du côté de Violette d'Orange. C'était l'instant mécanique du joint de culasse. Vous verrez le joint de culasse. Vous avez un moteur, il y a 2 parties grosso modo. Quand vous regardez un moteur, la partie du haut et la partie du bas, ce qui permet, on va dire, de les assembler, c'est certes, vous avez des vis, mais vous avez aussi ce joint qui colle, on va dire, les 2 parties du moteur. On poursuit avec Guirec Soudet, parce qu'il y en a encore un qui a une journée moins bonne que Violette d'Orange.
c'est Guirec Soudé. Pourquoi Guirec Soudé? Eh bien, tout simplement parce que lui, il a passé le Cap Horn, certes, mais déjà, il a dû réparer son J2, donc il a dû monter dans le mât. Je rappelle que les conditions étaient assez nerveuses du côté de Guirec Soudé. Donc, il disait que c'est la deuxième fois lui qui voyait le Cap Horn, parce qu'il l'avait vu également dans sa vie d'avant. Il a été marin, il a été pêcheur, notamment en Australie, mais voilà, il avait déjà fait un tour du monde par lui-même. Voilà, il s'était retrouvé sur un bateau un peu par hasard. Donc, il avait déjà fait ça. Et donc, réparation de son J2. Encore une fois, une voile qui est très importante pour maintenir la structure du bateau. Et puis, deuxièmement, il a dû plonger sous son bateau. Donc là, je rappelle que plonger, la température de l'eau en ce moment pour Guirec Soudé, c'est 6 degrés. Donc il a dû plonger sous le bateau parce qu'il avait une voile qui était tombée à l'eau. Et le problème, c'est qu'elle s'était emmêlée dans la quille. Donc il a fallu plonger pour tenter de dépêtrer tout ça. On n'avait pas plus d'informations sur est-ce qu'il a pu récupérer cette voile, quelle était cette voile également. Mais voilà, du côté de freelance.com, il y a eu une grosse journée pour Guirec Soudé. Voilà, ça a été une journée pas évidente du tout pour le concurrent français. On regarde tout de suite le classement et vous voyez que donc en tête, nous avons toujours Charlie Dalin et qu'il a fait une très bonne journée, 416 000 contre 394, c'est-à-dire qu'il a encore repris des 1000 d'avance. Et si on regarde hier 15h, hop là, il y avait 130 000 d'écart. Désormais, il y en a 198, quasiment 196. Donc ça commence à faire beaucoup, parce que ça commence à faire, grosso modo, une demi-journée. Je rappelle, ils ont quitté le cap, l'équateur, il y avait 8 heures d'écart à peu près. Là, je dirais qu'il y en a peut-être plutôt 16. Donc, c'est-à-dire que 16, en sachant qu'il reste 6 jours de navigation, moins même que 6 jours de navigation, il reste 2000 milles encore, 2200 milles. Ça veut dire qu'il va falloir maintenant cravacher sévère pour Johannin et Chaume, parce qu'il ne faut pas que l'écart s'agrandisse. Donc déjà, il va falloir réussir à stabiliser l'écart. Et ensuite, il va falloir trouver un endroit, s'il veut gagner encore une fois, et si c'est possible encore, il va falloir trouver un endroit où il va falloir avoir un choix tactique à faire, ou avoir des conditions météo qui soient meilleures que celles de Charlie Dalin. Ça peut jouer dans cette dorsale, parce qu'elle me semble un peu meilleure pour Johan que pour Charlie, mais voilà, ça va être compliqué quand même, parce que encore une fois, il a une petite avance. Charlie Dalin, il s'est fait un petit pécule là sur les 3-4 derniers jours. Derrière, on retrouve Sébastien Simon, très rapide, Sébastien Simon toujours, 367 000. Vous voyez, c'est 20 000, 30 000 de moins que Johan Richomme, donc c'est vraiment rien. Encore une fois, un foil en moins du côté de Sébastien Simon, en sachant que lui, est-ce qu'il commence pas un petit peu à limiter son rythme, à prendre un peu moins de risques que Sébastien Simon, parce qu'il sait que, grosso modo, sauf miracle, il ira pas chercher la deuxième place. On est tous d'accord là-dessus. Et sauf miracle, on n'ira pas lui choper également sa troisième place. Donc maintenant, c'est vrai qu'il est un peu dans une situation, Sébastien Simon, où faut pas tout détruire dans ces 2-3 derniers jours. Enfin, dans ces 7-8 derniers jours du côté de Sébastien Simon. Donc ça doit être compliqué à gérer dans le bateau, parce qu'il faut rester concentré, faut pas faire d'erreur. Même si on aurait tendance à se déconcentrer en se disant « Ah je me rapproche de plus en plus de l'arrivée ». Et aussi, il faut regarder un petit peu l'intégrité du bateau et pas non plus avancer comme un demeuré. Donc c'est là où c'est compliqué, je pense, du côté de Sébastien Simon. Cette dernière semaine de navigation, pour lui, certainement, va être complexe. Voilà, à savoir, je veux faire quand même un bon temps, mais en même temps, c'est une course, c'est pas un record. Donc l'objectif, c'est déjà de finir sur le podium. Et je sais que j'ai plus grand chose à gagner, j'ai plus grand chose à perdre non plus. Donc faut pas non plus s'arrêter complet, mais c'est vrai que ça va être une grosse réflexion. Et puis surtout, faut rester concentré. C'est là où c'est compliqué. Vous savez, je pense à Ayrton Senna. Quand je vois Sébastien Simon,
pas du tout pour la même chose, mais Grand Prix de Monaco, je sais plus c'est quelle année, où Ayrton Senna domine. À l'époque, il est chez McLaren, il domine complètement. En plus, Monaco, il adore ce circuit. Et il y a une année où il va se faire avoir à Monaco, je crois que c'est 88, où il domine vraiment le week-end. Il domine complet, je sais plus si c'est 88 ou 89, et où bah, il va se planter. C'est-à-dire qu'en course, il a tellement d'avance qu'il se déconcentre et il va se cracher un peu comme une merde au port, je crois, de Monaco. Il va remonter même à pied, plus personne ne le verra pendant 2-3 jours, Ayrton Senna. Et c'est un peu pareil, quoi. Faut pas se déconcentrer, donc faut garder quand même un petit tempo, mais en même temps, faut regarder l'intégrité du bateau. Donc c'est dur, là en ce moment du côté de Sébastien Simon. C'est comme un mec qui au Tour de France a 10 minutes d'avance sur tout le monde. Et puis il reste 2 jours de course et notamment les Champs-Élysées, bah, je peux te dire que les Champs-Élysées c'est pas détente du tout quand on arrive sur les pavés à 60 à l'heure et que c'est la gare entre les sprinteurs. Voilà, c'est un peu pareil quoi. Du côté de Sébastien Simon, il serre les fesses je pense de maintenant. Derrière c'est la grosse bagarre. C'est la grosse bagarre. Il y a 4000 d'écart entre Goodchild et Bayou. Bayou a 13 000 d'avance, un peu plus, 17 000 d'avance sur Boris Herrmann. Donc là, ces trois-là sont vraiment côte à côte. Hein. En voyant que Thomas Ruyant bat moins vite, donc là en ce moment, Goodchild va un petit peu plus vite que Bayou, mais c'est quand même très serré entre les deux. Vous avez Boris Herrmann qui est toujours pas très loin à 2269, donc comme je disais, 2317 c'est un petit peu plus loin pour Vulnérable. Et ensuite, vous avez aussi quand même un combat entre Justine Métro, qui est ici, qui a récupéré un petit peu de rythme, mais qui n'arrive pas forcément quand même à avancer aussi vite que ses petits camarades de devant. Donc vous voyez, Justine Métro face à Nicolas Luneven et Paul Meillat qui en ce moment sont un petit peu arrêtés dans cette voie plus à l'est qui est également plus éloignée de cette fameuse route idéale en rouge et de la distance au but. Voilà, tout simplement. On m'a demandé, c'est une route loxodromique. Ce que je disais en début de course orthodromique, sauf qu'il y a des gens qui vont dire dans les commentaires, non, c'est pas une route orthodromique, c'est une route orthodromique, voilà, c'est fait en cercle, donc ça passe par la terre, forcément. Donc c'est une route loxodromique. Voilà, pour ceux qui veulent avoir le terme, de cette route rouge, voilà, qu'on appelle aussi route idéale. Hein, en gros, c'est la route idéale. Donc voilà, du côté de Justine Métro, ça se rapproche par rapport à Nicolas Luneven et Paul Meillat, qui sont eux un petit peu empêtrés. Alors c'est dommage Paul Meillat parce que tout ce qu'il avait gagné dans son début d'Atlantique Sud, bah, il est en train de le perdre en ce moment. Donc c'est un petit peu dommageable. Derrière, on retrouve toujours Clarisse Kremer, Samantha Davis et Benjamin Dutreux. Benjamin Dutreux, parti plein Est. Kremer, Samantha Davis, partie plein ouest. Alors, Clarisse Kremer, elle a dit qu'elle est partie plein ouest, c'était pas forcément ce qu'elle voulait. Parce que avec ses problèmes d'informatique, grosso modo, elle a plus qu'une VHF portable, ce qui fait que l'AIS fonctionne pas correctement. Enfin voilà, elle a plein de petits problèmes techniques sur son bateau au niveau électronique. Clarisse Kremer. Et ce qui fait qu'elle voulait plutôt, elle, dans l'idée, partir vers l'Est, parce que plus tu pars vers l'Est, plus tu t'éloignes des pêcheurs brésiliens, grosso modo, et des filets de pêche, et de la circulation intense que tu as du côté de l'Argentine. Il y a un peu le Paraguay et le Brésil. Sauf que, étant donné que la route s'est pas ouverte devant elle, c'est-à-dire que la route était bloquée, elle a dû partir vers l'ouest, mais vraiment un peu en dernier recours, parce qu'elle sait que là, ça va pas être facile dans les prochains jours. Le souci d'épaule semble commencer à se régler, ça devait être surtout fatigue, elle l'a expliqué en vacation que voilà, elle a fait un malaise vraiment à cause de la douleur, tellement la douleur a été intense et de la surprise. Et du côté de Clarisse Kremer, ouais, elle disait qu'elle était cramée, elle était complètement cramée physiquement. Benjamin Dutreux disait un petit peu la même chose, qu'ils étaient voilà, extrêmement fatigués et que là c'est encore très instable hein, pour eux, c'est vraiment pas une remontée simple. De toute manière, j'ai envie de dire que Clarisse Kremer et ses remontées de l'Atlantique Sud, ça n'a jamais été facile sur ces deux Vendée Globe. Et puis derrière, le combat avec un 4e larron désormais. Et oui, il a retrouvé son grand copain des bateaux noirs et jaunes sur la carte, on va dire.
C'est un petit peu blanc. On a du Hublot, c'est un peu compliqué à voir les couleurs. Mais voilà, il a retrouvé son petit camarade Jean Le Cam, parce qu'ils étaient ensemble pendant très longtemps avec Jean Le Cam, Alan Roura. Et puis Damien Seguin. Et vous avez Attanasio qui est un petit peu plus au nord et qui va peut-être réussir encore une fois à s'échapper avant eux. Ça va être l'objectif du côté de Romain Attanasio, mais cette bagarre pour le top 15, elle va être intense aussi parce qu'Alan Roura est vraiment revenu de l'arrière. Il est revenu, comme on dit, du diable Vauvert, le Suisse Alan Roura, sur Jean Le Cam notamment, qui est assez arrêté. Hein, Jean Le Cam, là, et Damien Seguin, ça va pas beaucoup plus vite non plus, mais je crois que Jean Le Cam, c'est celui qui va le moins vite aujourd'hui avec 98 000 à peine de parcouru sur les 24 dernières heures. Et comparé à Alan Roura, bah oui, Alan Roura, il a fait 150 000 de plus. Si on regarde hier 15h, hop, hier 15h, voilà. Il était ici Alan Roura, donc il y avait encore pas mal d'écart. Et voilà, pendant la nuit, lui, il a eu du vent. Et il a pu remonter vraiment à pas grand-chose de retard. Donc c'est vraiment, il a maintenant 28 000 voilà, de retard sur Jean Le Cam. Et Jean Le Cam a 15 000 de retard sur Damien Seguin. Et en gros, entre Romain Attanasio et Alan Roura, il y a 50 000. Un peu plus de 50 000. Donc c'est extrêmement serré. Derrière, on retrouve Isabelle Dioschke et Giancarlo Pedoté. Hein, donc les deux bateaux à dérive. Et puis Benjamin Ferré qui était très content de voir son petit caillou, de voir son Cap Horn. Voilà, il était très content de voir le Cap Horn avec un petit peu d'avance. Il peut peut-être encore espérer un petit peu s'échapper du plus dur du front. Mais ça va être compliqué. Puis derrière, le groupe de derrière, ça va être dur. Entre Tanguy le Turquet, qui a un petit peu d'avance sur Louis Duc, Conrad Coleman, qui va très vite hein, depuis 2 jours, enfin qui va toujours un petit peu plus vite que les autres, Sébastien Marseille, Guirec Soudé, et donc Kojiro qui est toujours là. Et là, ça va être dur dans les prochaines heures. Le trio de derrière, Bédion, d'Orange et Arnaud Boissière. C'est Arnaud Boissière qui va le plus vite dans ce petit groupe-là. Et puis ensuite, vous avez Antoine Cornic, Oliver Air, avec Oliver Air qui redistance un petit peu ses petits camarades. 25 000 de plus de parcouru par rapport à Antoine Cornic, qui en a quand même fait 300 000. Et le match entre Chinkunshu et Antoine Cornic continue avec une cinquantaine de mille d'écart entre les deux. Et puis on retrouve donc Manuel Cousin et Amedeo qui sont vraiment côte à côte, eux, qui se voient même peut-être. Et puis Denise Van Winberg, voilà, qui est à l'arrière, mais encore une fois qui va plus vite que ses petits camarades de devant. Donc qui voilà, essaye de cravacher un maximum. On regarde les statistiques des 24 dernières heures. C'est Charlie Dalin qui a été le plus rapide devant Johan Richomme. Il a parcouru 40 km de plus que Johan Richomme. On retrouve ensuite Sébastien Simon, mais qui a fait 90 km de moins que Charlie Dalin. Et puis ensuite, c'est la bagarre des bateaux à dérive droite, on va dire, entre Oliver Air et Antoine Cornic. Chinkunshu est bien classé. Il est 5e. Antoine Cornic 6e, Benjamin Ferré 7e, Denise Van Winberg 8e. Donc on voit que le Belge avance. Et puis on retrouve ensuite Alan Roura et Fabrice Amedeo qui complètent ce top 10. La distance entre Charlie Dalin et Denise Van Winberg, 15 000 km désormais avec 8 150 000 d'écart, en sachant que Charlie Dalin en ce moment va très vite. Et que voilà, du côté de Denise Van Winberg, on essaye quand même de carburer un maximum. Mais je rappelle qu'il est quand même 8e du classement des bateaux les plus rapides aujourd'hui. Et puis Armel Lecléache est désormais distancé de 3500 km, c'est-à-dire à peu près 1865 000 par rapport à Charlie Dalin. Et Charlie Dalin est à 2222 000 de l'arrivée. Ça fait beaucoup de 2, tout ça. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!